Bonjour à tout le monde. On est toujours donc dans ce travail sur le casse, ce travail sur la colère, qu'on a commencé à développer hier ensemble. Je voudrais, donc hier on avait parlé un petit peu de ce que nos chachamim, de ce que nos maîtres nous disent sur le drame de la colère, sur le danger de la colère, sur en quoi on devait faire extrêmement attention à cela. On a commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui est à l'origine de la colère, mais je voudrais revenir, si vous le voulez, à travers aussi quelques textes sur comment les chachamim, comment les maîtres de la tradition juive voient la colère et surtout tout ce qu'elle représente. Un maître qui s'appelle Rabbi Yecheskel Winstein développe et dit qu'au fond, si on réfléchit, derrière la colère, il y a l'orgueil. Pourquoi? Parce que comment on a osé à un moment faire quelque chose contre ma volonté, comment on a osé faire quelque chose contre ce que je pense, contre ce que enfin, c'est le moi qui a été touché, qui a été atteint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a une comparaison qui a été faite entre deux éléments par nos chachamim. En effet, dans le traité de Brachot, dans le Talmud Brachot, page 29a, eh bien, nos maîtres disent Lotirtar velotarte, lotarve velotarte. Ils disent ne te mets pas en colère et ne faute pas, et ne te saoule pas et ne faute pas. C'est intéressant de voir qu'ils mettent en parallèle, il y a à la fois l'univers de la colère et l'univers de l'ivresse. Et la raison en vérité, si on réfléchit, elle est très simple, c'est que dans les deux cas, eh bien, on perd le contrôle de soi. Et à partir du moment où on perd le contrôle de soi, évidemment, on risque de faire toutes sortes de choses qui sont négatives. Au passage, il y a un autre texte du Talmud qui nous dit Kol hakoes kol mine gehinam sholtim alav. Tout celui qui se met en colère, toutes sortes d'enfers prennent le pouvoir sur lui. Et nos maîtres expliquent et disent la chose suivante, ils disent ça veut dire quoi? Ils disent en vérité c'est quoi l'enfer? Ils disent chacun d'entre nous véhicule à l'intérieur de lui des éléments négatifs. Nous avons tous des défauts, nous avons tous des traits de caractère négatifs. Et dit c'est ça qu'on va définir comme étant ton gehinam, ton propre enfer. Et dit lorsque quelqu'un se met en colère, eh bien malheureusement tous ces traits de caractère négatifs qui font partie de lui réémergent à la surface. Et à partir de là, évidemment, il y a toutes les dimensions négatives de l'être qui se révèlent, et c'est là où se situe le drame de la colère. Nos maîtres, et c'est le dernier point sur lequel je vais m'arrêter avant de reprendre comment on va faire justement ce travail sur la colère, eh bien nos maîtres disent Adam Ikar, Bekoso, Bekiso, Bekaso, on reconnaît quelqu'un à trois choses. Koso, Kiso, Kaso. Alors c'est intéressant parce que les termes, il y a une forme d'homonymie entre les termes. Koso, c'est au moment où il boit. Kiso, c'est dans le rapport qu'il a à son argent. Et Kaso, au moment de sa colère. Et c'est vrai que sur l'ivresse, quand quelqu'un n'est plus dans la maîtrise de lui-même, c'est très intéressant, entre guillemets, parfois d'entendre un petit peu ce qu'il a à dire, parce que souvent, eh bien, il révèle ce que sont ses préoccupations réelles, qu'est-ce qu'il agite réellement. D'ailleurs, c'est pour ça que la fête de Purim est une fête tellement passionnante, parce que à Purim, on a cette tradition, alors c'est pas obligatoire, mais bon, cette tradition de boire un petit peu plus que d'habitude, et c'est le moment dans lequel on va révéler ce qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes, et ça, c'est peut-être pas des choses qui sont si simples. Bekasso, au moment de sa colère, comme on a pu le comprendre, et Bekisso, c'est intéressant, c'est lorsque l'individu s'identifie avec ce qu'il possède. Et pour lui, son argent, c'est la définition de ce qu'il est, et donc il a un rapport très particulier, puisque sortir son argent, c'est sortir une partie de lui-même. En tout état de cause, ce que l'on voit, c'est que nos maîtres, donc, ont beaucoup parlé sur le danger de la colère, sur ô combien elle était l'expression de quelque chose de négatif. Il y a encore beaucoup d'autres textes là-dessus. On ne va pas maintenant continuer à les explorer, on va reprendre ensemble ce qu'on avait commencé à développer hier sur le travail concret que l'on peut faire sur la colère. Donc on avait vu que la colère, eh bien, et c'est ce qu'on vient de reprendre un petit peu maintenant, s'exprime, il y a deux colères. On avait vu, évidemment, il y a la colère physiologique, ce qu'on appelle le craquage, alors qu'on ne recommande pas, évidemment, mais qu'on ne va pas traiter de la même manière, parce qu'en effet, quand on est épuisé, quand on a des enfants qui nous montent sur la tête et qu'on n'en peut plus, qu'on ne dort pas, qu'on ne mange pas, qu'on est là, évidemment, il peut y avoir des explosions de colère qui sont comme une forme de libération des énergies intérieures, parce que tout simplement, on n'arrive plus à être dans la maîtrise de soi-même. Évidemment, cette colère-là, on va en parler par la suite, mais ici, on parle beaucoup plus de cette colère quand les choses ne se passent pas comme on veut et qu'on réagit. Donc, le premier travail que je vous avais proposé
que je nous avais proposé de faire, pardonnez-moi, c'était donc de commencer à réfléchir sur ce que j'appelle la théorie du qui a dit que, c'est-à-dire de travailler sur une forme de rigidité que l'on pourrait avoir et se dire, mais au fond, est-ce que la vision que j'ai des choses, c'est une vision absolue? Et même si on arrive à la conclusion que notre manière de voir les choses est la bonne, le fait d'avoir envisagé qu'on pouvait voir les choses de manière différente, c'était déjà extraordinaire. Et d'ailleurs, on le voit souvent dans le monde des relations, les personnes n'ont pas du tout la même vision que nous des choses. Pour eux, les choses, elles se passent de cette manière A, alors que pour nous, elles doivent se passer de manière B. J'avais donné hier cet exemple tout simple de la relation au anniversaire, n'est-ce pas? J'aime bien le dire de cette manière. C'est-à-dire pour certaines personnes, c'est normal qu'on vous souhaite le bon anniversaire et qu'on vous fasse une petite fête, qu'on vous offre des cadeaux parce qu'ils ont grandi dans cet univers. Si vous n'avez pas grandi dans cet univers, d'ailleurs, je sais très bien que chez nous, les anniversaires, ça ne se fait plus vraiment quand on commence à grandir. Évidemment, pour lui dire à l'autre, waouh, bon anniversaire, lui offrir un cadeau, ça ne rentre pas dans son système parce qu'il n'a pas été habitué. Donc, se mettre en colère, c'est de te rendre compte, c'était mon anniversaire, il ne m'a même pas souhaité, ou alors il m'a juste souhaité, il ne m'a pas offert, etc. L'autre, hein, c'est pas l'homme, hein, il. Eh bien, non, pourquoi tu te mets en colère? Et qui a dit que parce que c'est ton anniversaire, l'autre devait t'offrir un cadeau? Mais attends, mais je ne comprends pas, mais c'est normal. Ben, c'est normal dans ton système, parce que tu as grandi comme ça. Mais dans le système de l'autre, peut-être pas du tout. Et il faut bien inscrire cela à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que ce qui pour nous est du domaine de l'évidence ne l'est peut-être absolument pas pour l'autre. Il y a des gens qui ont été habitués à ce que quand ils demandent quelque chose, immédiatement on doit répondre présent à leur demande. Et d'autres, ils ont été habitués, ben, tu demandes, ben, on aura toujours le temps de voir à quel moment je viens te répondre. Et donc ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'est ce travail donc, qu'on essaye de faire et je nous propose de continuer à le faire au quotidien, c'est-à-dire dans des situations de vie, soit qui se passent, soit qui se sont passées, se dire mais au fond, et qui a dit que l'autre a la même vision que moi, et qui a dit que ce que je pense est un absolu, et qui a dit que ça doit se passer comme ça? On le voit souvent dans les familles avec les beaux-parents, mais je comprends pas, mais c'est normal, mais ça se fait, mais c'est toujours comme ça qu'on a vu. Chez toi, c'est toujours comme ça que tu as vu, mais chez l'autre, peut-être pas. D'accord? C'est-à-dire c'est dans ton système, mais peut-être que dans le système de l'autre, eh bien, on n'a jamais fonctionné de cette manière et c'est peut-être tout aussi bien. Donc ça, c'est ce point-là sur lequel je nous propose vraiment, et je suis désolé, j'insiste un petit peu lourdement, de travailler au quotidien. La théorie du qui a dit que, juste pour développer cette dimension de souplesse. D'accord? C'est-à-dire d'avoir cette forme de souplesse à l'intérieur de nous qui va nous permettre de savoir gérer dans notre tête les situations de manière totalement différente. Maintenant, une fois qu'on a commencé à travailler là-dessus, alors évidemment, je vous pose la question, je vais donner la réponse, mais je vais vous laisser quand même réfléchir quelques secondes. Si on pose aux gens la question suivante et on leur dit, d'après vous, c'est quoi le drame de la colère? C'est quoi la pire, la catastrophe dans l'univers de la colère? C'est quoi la pire des choses? Alors, réfléchissez un instant, et je suis sûr que les réponses qui risquent d'émerger, alors vous avez peut-être la réponse que je vais vous proposer, mais généralement c'est parce que quand on se met en colère, on peut faire n'importe quoi, parce qu'on se met en colère, on peut arriver à des insultes, on peut arriver à de la violence, parce que, etc., etc. On a en effet, de manière générale, quand on réfléchit sur la colère et ses conséquences négatives, et quel est le drame de la colère, on voit beaucoup plus les conséquences de celle-ci avec tous les drames que ça peut générer. Vous n'avez évidemment pas tort, mais j'ai l'impression que le drame de la colère, c'est quoi? Le vrai drame de la colère, la chose la plus catastrophique dans l'univers de la colère, c'est quoi? Ben, c'est que ça marche. C'est que ça marche. C'est que de manière générale, eh bien, quand on se met en colère, on obtient ce que l'on veut. Alors pas toujours, pas systématiquement, évidemment. Mais de manière générale, la colère, c'est quoi? C'est quelque chose qui marche. Et regardez, entre vous et moi. On se met en colère contre qui? Contre des personnes vis-à-vis desquelles on a un rapport de force qui est à notre avantage. Demain, quelqu'un me prend une place de parking dehors alors que je veux me stationner et je vois sortir trois grands monsieur de 2 mètres de haut et de 1 mètre de large. Je ne vais pas commencer à leur dire « Ouais, c'est quoi cette histoire ?» Je ne vais pas me mettre en colère, même si j'ai envie de me mettre en colère. Comment vous m'avez pris ma place? Pourquoi? Évidemment, le rapport de force, il n'est pas mon avantage. Comme le rapport de force n'est pas mon avantage, évidemment,
que je ne vais pas me mettre en colère. D'ailleurs, regardez, les enfants, quand ils font leur crise de colère, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils travaillent sur notre stress. Et donc, ils savent très bien que eux vont appuyer sur des boutons qui vont leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. On verra rarement un employé se mettre en colère contre son patron. S'il se met en colère contre son patron, généralement, il y a de fortes chances qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et au contraire, la conséquence soit exactement dans l'autre sens. Par contre, on voit des patrons qui se mettent en colère contre leurs employés. Pourquoi? Parce que le rapport de force est à leur avantage. On le voit malheureusement aussi dans l'univers des couples. Le rapport de force est à l'avantage de l'un des deux et il se met en colère vis-à-vis de l'autre. Même si au niveau du couple c'est un peu différent et on en parlera par la suite. Alors, c'est ça le problème, c'est que quand on s'habitue à ce que le rapport de force qui est à notre avantage, eh bien, fasse que l'on se mette en colère, eh bien, on prend l'habitude d'utiliser ce système. Pourquoi? Parce que c'est un système qui marche. Je sais que je commence à crier comment on fait ça, immédiatement je vais obtenir ce que je veux. Ben, c'est la solution la plus simple, la plus rapide. Le drame, c'est quoi? C'est que comme ça marche, on risque d'utiliser ce système, mais les conséquences sont terribles. D'abord, tu obtiendras peut-être ce que tu veux, mais comment l'autre te voit réellement? Quelle est la place que tu occupes vis-à-vis de lui? C'est-à-dire entre vous et moi. On a parfois des rapports de force qui sont à notre avantage. Soit parce qu'on se met en colère, soit parce qu'on est le patron, soit parce que vous êtes ce que vous voulez. D'accord? Et concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans des situations dans lesquelles on va obtenir ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que le rapport de force est à notre avantage. Mais clairement, si tu interviews la personne qui a accepté de se soumettre à ta volonté qui est en face, et que tu lui demandes qu'est-ce que tu penses de ça, il dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse, j'ai pas le choix. Mais le regard qu'elle porte sur nous, on ne sait pas de quel type il est. Plus que cela, qu'est-ce qu'on va faire le jour où le rapport de force n'est plus à notre avantage? Où les choses changent. Regardez, le patron, il crie, il hurle. Et tout le monde lui obéit. Pourquoi? La situation de l'emploi est difficile. Et donc on est déjà bien content d'avoir un emploi. Et c'est la raison pour laquelle, même si le patron se met en colère, eh bien on se tait et on obtempère à ce qu'il nous dit. Mais imaginez qu'il y a une embellie dans le marché de l'emploi et que demain notre diplôme est très demandé à droite comme à gauche. Vous vous mettez en colère, il n'y a pas de problème, je me lève et je pars. Utilise un autre système pour obtenir ce que tu veux, parce que le rapport de force n'est plus à ton avantage. C'est quelque chose aussi que l'on va voir de manière très très intéressante dans l'univers de la famille et de l'éducation. Et ça, à ce niveau-là, malheureusement, beaucoup de parents le découvrent un peu trop tard. Souvent, les parents utilisent la colère ou le rapport de force pour obtenir ce qu'ils veulent des enfants. D'accord? Alors, la colère, c'est le grand classique, les menaces, les enfants ont peur, donc ils obtempèrent. Ou alors le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas nécessairement dans la violence. Le rapport de force, c'est je vais t'acheter, tu auras, etc., etc. Donc on utilise un rapport de force, nous possédons l'argent, donc nous possédons la possibilité de leur acheter des choses qui leur plaisent pour obtenir ce qu'on veut. Et puis un beau jour arrive l'adolescence et mon frère, le rapport de force, il ne marche plus. Pourquoi? Parce que d'abord, l'ado, il dit, mais même pas mal, tu veux me crier dessus, ben crie dessus, je m'en fiche. Mais t'as qu'à me hurler dessus. C'est pas grave, j'aurai pas ça, tant pis, ben, je me débrouillerai tout seul. Voire même, regardez, quand les enfants sont petits, on a besoin de quoi tous dans la vie? De beaucoup de choses, mais évidemment au niveau psychique, on a besoin d'une chose, ça s'appelle la vitamine A, c'est-à-dire de se sentir aimé. On a tous besoin de se sentir aimé, tous. Évidemment, on a besoin de sentir que quelqu'un nous aime. Et l'enfant, lorsqu'il est petit, eh bien, a priori, pour lui, les dispensateurs d'amour, c'est qui? Ce sont ses parents. C'est papa et maman qui l'aiment. Donc quand l'enfant est petit et que papa et maman font les gros yeux, crient, l'enfant a l'impression que ça y est, il n'est plus aimé, c'est très angoissant. Donc il sera prêt à tout faire pour pouvoir retrouver cet amour. Mais quand l'enfant commence à grandir et qu'il se retrouve dans l'adolescence et qu'il réalise qu'en vérité le groupe est présent, et vous savez, le groupe il est là et il l'accepte comme il débarque. L'ado il arrive dans le groupe, on lui dit pas t'as vu l'heure qu'il est, t'as vu comment t'es habillé, qu'est-ce qui s'est passé à l'école, ah salut, comment ça va, super, etc., etc. Donc quelque part, le lieu dans lequel on peut lui donner ce qu'il croit être lui un amour, qui n'est pas vraiment un amour, mais ça c'est un deuxième problème pour comprendre ce qui se joue dans l'univers des adolescents, eh bien a priori il n'a plus besoin de ses parents, enfin il le pense. Et donc le rapport de force qui était à notre avantage, soit parce qu'on était les seuls dispensateurs d'amour, soit parce que l'enfant avait peur, soit parce que l'enfant voulait obtenir,
eh bien le jour où l'enfant devient adolescent, comme par hasard, ça ne fonctionne plus. Parce que le rapport de force n'est plus à notre avantage. C'est la même chose, malheureusement, je l'ai vu, et c'est dramatique, dans les couples, dans lesquels, un beau jour, l'un des deux dit, même pas mal, t'as envie de me frapper, frappe. T'as envie de me hurler, hurle. T'as envie de ceci, fais cela, c'est ton problème, tant pis. Et la personne se rend compte qu'en vérité, sa violence, ses cris, malheureusement, et ça existe, et c'est un drame, ses coups, n'ont plus d'impact. Sa colère n'est plus quelque chose qui peut lui amener ce qu'il désire. Le rapport de force n'est plus à son avantage. Ce jour-là, c'est tout son système qui s'écroule. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant de commencer à travailler sur des points ultra concrets pour mettre de côté cet univers de la colère, eh bien, inscrivons de manière clairement à l'intérieur de nous cette idée, c'est que la colère, c'est le concept du rapport de force, et dès le moment où je mets en place un rapport de force et qu'il est à mon avantage, je tombe à l'intérieur d'un système que je risque de reproduire dans énormément de domaines, qui me permettra d'obtenir peut-être ce que je veux, mais qui malheureusement, le jour où le rapport de force ne sera plus à mon avantage, les choses s'arrêteront. Et surtout, de quelle manière les gens vous voient, de quelle manière les gens me regardent. Est-ce que véritablement les gens vous aiment? Il y a des gens que l'on respecte, ce n'est pas du respect, c'est de la crainte. Mais ce que l'on pense réellement d'elle, c'est autre chose. Donc, c'est ce que le Talmud d'ailleurs nous dit de manière très lapidaire à travers une phrase, comme les maîtres du Talmud savent le faire de manière extraordinaire. Dans le traité de Kiddushin, page 41a, les maîtres du Talmud disent « Ragzan, lo alta beyado et la ragzanuta ». Si tu réfléchis, eh bien le coléreux, au bout d'un moment, n'aura dans la main que sa colère. C'est-à-dire, il ne lui reste rien véritablement du produit de sa colère, parce que même s'il a obtenu des choses, c'est à quel prix qu'il les a obtenues, et surtout maintenant véritablement, comment est-il perçu et appréhendé par toutes les personnes qui font partie de son entourage. Ou Asui Sanouy Mevuzé, comme le dit Laura Wolber, c'est quelqu'un que les gens n'aiment pas, Mevuzé, qu'ils méprisent profondément, même si de manière technique, eh bien, ils sont là, parfois encore, à être obligés d'obtempérer à ses volontés parce que le rapport de force est à son avantage. Donc, nous avons pour l'instant vu deux choses, enfin plusieurs choses évidemment, mais deux points essentiels qu'on a développés pour l'instant. Le point qui est de comprendre que dans la colère, il faut travailler sur cette théorie du qui a dit que, et de comprendre que le drame de la colère, c'est malheureusement le fait que ça marche. Et donc de ne pas tomber dans le piège de la colère et de manière plus générale s'interroger sur les problématiques de rapport de force que l'on met en place à l'intérieur des systèmes, que ce soit à travers de la violence, que ce soit à travers de la colère, que ce soit à travers ce que l'on représente, que ce soit à travers notre argent, que ce soit à travers le fait que les gens dépendent de nous, dans tous les domaines, et s'interroger si au fond, inconsciemment ou consciemment parfois, eh bien, on n'utilise pas ce système de rapport de force pour obtenir ce que l'on veut, avec toutes les conséquences dramatiques et négatives que ça peut avoir. Alors, sur la base de ça, on va maintenant commencer à rentrer dans le travail sur la colère de manière concrète. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est génial parce que au bout d'un moment, on va réussir à voir que ça marche un petit peu et c'est merveilleux. Alors qu'on soit bien clair, ce cours-là, il est pour moi, il est pour vous. Et il n'est pas pour venir chez son conjoint ou c'est quelqu'un qu'on connaît bien, on dit, tu sais, hein, il a dit dans le cours et tu devais. Hein. Non, 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 non. Qu'on soit bien clair, ça s'adresse à nous. Le travail, il est là pour nous. Et se dire, ah là là, mais il faudrait absolument que mon mari, il faudrait absolument que ma femme, etc. Vous avez peut-être raison, mais commençons par faire le travail par nous-mêmes. Commençons nous-mêmes par faire ce travail lentement, lentement, lentement. Rappelons-nous de cet enseignement de base que Rav Wolbe donne, c'est que la construction d'une identité nouvelle, c'est la multiplicité de toutes petites choses qui, au fur et à mesure, vont nous transformer. Alors, Kas ou Tsiot Guva Pasu le Meshukatz, En le Balkas Abasis Anafi Asher Mimenu Yavolit Guva Shkula, Basis Zuhi Savlanut, Tie Efwa Vodate Nuketit Lamdut Bemidata Savlanut. Il faut savoir que, au fond, la colère,
c'est une réaction inadaptée. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des situations de vie dans lesquelles, entre guillemets, c'est pas qu'on peut justifier la colère, c'est-à-dire l'autre a mal agi, l'autre n'a pas fait ce qu'il devait faire, ça va pas. D'accord, c'est-à-dire qu'on soit bien clair, les gens ne sont pas tous des saints, et on se retrouve parfois en effet face à des personnes qui n'ont pas agi comme elles devaient agir. Et c'est objectif, c'est-à-dire on lui a demandé 3 fois de suite, il a oublié, il n'a pas fait, etc. Donc le problème de la colère, c'est que c'est la réaction inadéquate, ce n'est pas la bonne réaction. Mais évidemment, et ça je le dis maintenant et je le répéterai de manière récurrente, le travail sur la colère ne veut pas dire pour autant qu'on va devenir un saint ermite et qu'on va dire systématiquement c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave et on ne réagira pas. Ah non, évidemment que non. La notion de réaction par rapport à des situations dans lesquelles l'autre a dysfonctionné, elle se doit d'être, qu'on soit bien clair. La Torah ne nous demande d'aucune manière d'être de ceux qui disent je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, on craque. Alors évidemment, quand on travaillera sur la notion de rancœur, on verra qu'on peut ouvrir quand même sur cette notion, mais en tout cas à mon niveau, c'est pas du tout là. Il faut atteindre déjà un certain niveau, savoir relativiser, remettre les choses à leur place, etc., etc. Mais qu'on soit bien clair, le travail sur la colère ne doit pas nous laisser nous imaginer que nous ne réagirons pas et que nous ne dirons pas les choses. Seulement, ka'as utziur tguva meshukatz umetuav, comme dira Volbe, la colère, c'est la réaction totalement inadaptée, inappropriée, méprisante, mauvaise par rapport à une situation. Donc, pour ne pas tomber à l'intérieur de cette réaction, quel va être le premier point sur lequel nous devrions faire un travail? Eh bien, ce premier point s'appelle savlanout, c'est-à-dire la notion de sovel, de savoir supporter. Alors qu'on soit bien clair, la notion de savlanout, elle est souvent comprise comme étant faire preuve de patience. C'est vrai qu'en hébreu, souvent ce terme est utilisé, mais sovel, c'est la notion de savoir et apprendre à supporter les choses, et on va voir comment. Tout d'abord, voyons ce que la Torah nous dit à propos de ce trait de caractère. Eh bien, la Torah, à propos d'un être parmi les plus célèbres que l'on retrouve dans les textes, nous dit « V'ha'ish Moshe, anav me'od mikol ha'adam asher al penei adama » Et l'être Moshe, Moïse, anav me'od, était extrêmement humble, Mikol Adam, parmi tous les individus qui ont peuplé l'univers. On parle souvent de l'humilité de Moïse. L'humilité de Moïse, évidemment, ce n'est pas du tout de dire que Moïse se prenait pour quelqu'un qui n'avait aucune valeur. Moïse avait conscience de sa grandeur, mais savait que sa grandeur ne lui appartenait pas. Mais, regardez comment dit Rashi. Rashi nous dit, l'humilité de Moïse, qui est la qualité par excellence qu'il définit, c'est quoi? C'est Shafal Vesavlan. C'était quelqu'un qui savait se faire petit, Vesavlan et savait supporter. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'univers de Moïse, c'est inimaginable. Moïse sort le peuple d'Israël d'Égypte, et le peuple d'Israël se révolte contre Dieu, contre Moïse, et le veau d'or, et l'écaille, et la manne, et le truc, et le machin, et Moïse il est là. Nous on aurait été là, on dit oh, et attendez, on se calme. Mais vous avez craqué ou quoi? On vous a sorti d'Égypte, on vous a ouvert la mer, etc. Et encore vous râlez là. Moïse, Sauvel, il supporte les insultes, il supporte. Il est capable de faire un travail incroyable, de savoir supporter et de réfléchir à la réaction la plus adéquate qu'il va devoir avoir. Et la plupart du temps, sa réaction, ça va être de prier pour le peuple d'Israël. On verra ça de manière plus large par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que on nous définit la qualité de savlanout, c'est-à-dire de savoir supporter, comme étant quelque chose qui est lié à la hanava, l'humilité, qui pour la Torah est considérée comme un des traits de caractère les plus extraordinaires que l'individu doit développer et avoir chez lui. Vous savez que
Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était un grand maître du Talmud, va nous donner les 10 niveaux qui nous permettent d'accéder à l'Esprit Saint. Et la Hanava, la dimension d'humilité, fait partie des niveaux les plus élevés. Alors, évidemment, tout d'abord, qu'on réfléchisse un instant. Rav Wolbe explique de manière très claire, il dit qu'on soit clair. Pardonnez-moi de dire, voilà, qu'on soit clair. Rav Wolbe dit, écoute, I efshar livnot yachashel chevra tova belisavlanut. Il dit, tu ne peux pas construire de relations humaines si tu n'es pas capable de faire preuve de savlanout, de supporter. Regardez, là, je partage avec vous un enseignement. De temps à autre, je ne sais pas si vous avez constaté, je fais une petite parenthèse où je raconte un truc un peu perso. Il y a peut-être des gens que ça énerve. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce que tu nous fais des parenthèses, continue jusqu'au bout. Ou alors, on s'en fiche que tu racontes que toi, un jour, avec ton maître, etc., etc. Pourquoi ? C'est leur modèle de fonctionnement. Eux, ils veulent un enseignement comme ça, très structuré, peut-être un peu plus universitaire, que sais-je. Ou alors le fait que de temps à autre, je reprenne les choses. Ils disent, mais qu'est-ce que tu as besoin de reprendre les choses? C'est bon, on les a déjà entendues. Ils ont raison, ils ont tort, on s'en fiche. C'est leur modèle de fonctionnement. Qu'on le veuille ou pas, s'ils sont encore là, c'est qu'ils me supportent. Une relation humaine, c'est apprendre à supporter. Je vous donne un exemple tout bête que j'adore donner. Vous êtes dans un déjeuner d'affaires, d'accord ? Vous êtes face à quelqu'un, alors vous commandez, vous parlez un petit peu, puis la personne lui amène son plat, il commence à découper, il fait la bénédiction bien sûr, il mange, il a fini d'avaler sa bouchée, une deuxième bouchée, et là il commence, il vous dit, alors à propos justement de notre contrat de chimie, de pétrole, que sais-je, etc., etc., et il vous parle pendant 3, 4, 5 minutes, et puis après il recommence à manger, il ne parle pas en mangeant, donc c'est quelqu'un de bien éduqué, bien sûr, il boit, etc., etc., et nous, on est en face, et nous, on a envie de lui dire, attends, mangeons notre plat, on aura toujours le temps de discuter après. Arrête de commencer à manger, de t'arrêter 10 minutes, de me parler, de remanger, de reparler, ça me stresse. On ne lui dira jamais. Pourquoi ? Mais parce que c'est ça l'univers des relations humaines. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou pas, chacun a son modèle, et si on n'apprend pas à se supporter à minima les uns les autres, au bout d'un moment, on explose. Regardez, c'est valable dans le monde de la famille, des parents. Combien de parents sont stressés parce que leurs enfants ils font A, ou les enfants sont stressés parce que leurs parents font A, mais arrête, le parent il est là, il a absolument envie d'arriver 25 minutes avant l'heure du départ du train. C'est stressant, c'est bon, le train, tu peux arriver 10 minutes avant, tout ira bien. Ou alors ils sont là, attention, on est en retard, alors qu'en vérité, tu n'es rien du tout en retard. Si tu supportes pas ce modèle, la relation elle explose. D'ailleurs, souvent, malheureusement, ce qui se passe, c'est quand on supporte pas, on est là, mais je comprends pas, pourquoi Donc, la notion de savlanout, de savoir supporter, elle est indissociable du monde des relations. Alors, regardez, alors voilà, je vais prendre un exemple personnel. Quand vous êtes à la yeshiva, vous êtes dans une chambre, d'accord ? Dans une chambre, chacun a son modèle. Il y en a, leur modèle, c'est leur lit, ils ne le font jamais. Ils mettent dessus des tombereaux d'affaires, mais attention, hein, c'est très hygiénique, ils sont propres, ça sent pas mauvais, leurs affaires sont lavées, etc. Mais le bonhomme, toi tu rentres et toi tu aimes bien le lit soit bien carré, etc., etc. Ça te stresse de voir que le lit de l'autre c'est un balagan complet. C'est du n'importe quoi et ses affaires sont posées n'importe comment, etc. Mais attention, c'est dans son univers à lui, seulement toi, tu es obligé d'être sauvel, tu es obligé de le supporter. Pourquoi ? Parce que c'est ça l'univers des relations humaines. Donc la notion de savlanout, elle est inhérente au monde des relations. Et quand on s'arrête un instant, on va voir que les personnes qui n'ont pas appris à supporter, soit ils doivent vivre en ermite, soit ce sont des personnes qui sont super dures et qui obligent tout le monde à se soumettre à leur volonté, parce que justement, ils ne supportent pas que ça se passe autrement que ce qu'ils veulent. Savlanout va être donc le premier point, et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui, sur lequel on va travailler. Alors, de manière concrète, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout d'abord, dit Rav Wolbe, Savlan domé le Nose Masakaved. Il dit, faut pas mettre de côté la difficulté de supporter. Il dit, supporter, c'est lourd. C'est-à-dire, à un moment, comme quand on a travaillé sur la notion du don, vous vous rappelez que quand on a travaillé sur la notion du don, on a vu que le point de départ du don, c'est ouvrir sa main. Et on a vu, c'est pas simple d'ouvrir sa main. C'est pas simple.
Il y a des personnes qui sont extrêmement riches, pour elles donner quelques centaines d'euros, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été habituées. D'accord? Donc de la même manière, supporter, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Pourquoi c'est important de se le dire? Parce que vous savez que dans le travail sur soi, il faut apprendre à s'applaudir. C'est fondamental. C'est-à-dire, il faut apprendre à s'applaudir, apprécier, se donner des médailles en chocolat, comme ça on peut les manger après, se donner des médailles par rapport à des choses qu'on était capable de faire. Supporter, ne pas réagir par rapport à une situation, ce n'est pas simple. Et c'est super important d'en avoir conscience par rapport à la vision positive que l'on doit avoir de soi-même. On doit avoir une belle vision de soi et être conscient que quand quelque chose nous dérange, pourquoi? C'est subjectif. L'autre, il est là, il est en train de faire un. Ou alors vous êtes à la synagogue, l'autre, il chantonne à moitié. Ou l'histoire du restaurant, quelqu'un dit « mais ça va, ça va ». Non, moi, ça me stresse. Et malgré tout, je ne réagis pas, je prends sur moi, eh bien je dois être fier de moi. Je dois être fier de moi d'avoir réussi en effet à développer cela. Et en travail ultra concret, demain on va rentrer un peu plus en profondeur à l'intérieur de là, en travail ultra concret que je vous propose de faire, eh bien de choisir tous les jours un quart d'heure. Alors pas entre 3 et 5 heures du matin, hein, bien sûr, mais en même temps pas à 7h30 quand tous les enfants se lèvent. Un quart d'heure dans la journée, dans lequel on va se dire, quels que soient les événements qui se passent, je prends sur moi de les supporter, de ne pas réagir immédiatement. De bloquer, évidemment, s'il y a urgence que je dois réagir, mais de ne pas réagir immédiatement, de prendre sur moi. Et d'analyser et de voir en quoi, eh bien, tous les jours on supporte, et peut-être, allez, on va le faire quand même un petit peu, hein, d'essayer de réfléchir, est-ce que les autres ne sont pas obligés parfois un peu de nous supporter? Parce qu'on a notre style. Parce que quand j'aime bien arriver 3 heures avant à l'aéroport, qu'on le veuille ou pas, l'autre le supporte. Alors que l'autre le vit bien, l'autre est détendu, il a l'habitude. Mais réalisez qu'au fond, cette notion de se supporter, elle existe. Et elle est bien présente. Et qu'elle est un élément indissociable du monde des relations humaines. Voilà ce que j'avais envie de développer avec vous aujourd'hui par rapport à ce travail sur la colère. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Une très très bonne santé à tout le monde, Bezrat Hashem. Que tout le monde n'ait que des bonnes nouvelles dans son entourage, que toutes les personnes qui sont en bonne santé restent en bonne santé, que celles qui sont malheureusement malades guérissent le plus rapidement possible, qu'on ait de très bonnes nouvelles les uns des autres. Et je nous rappelle que ce soir, nous avons donc plusieurs rendez-vous. Il y a un grand rendez-vous sur une série de cours sur la notion du rapport à l'autre et aussi à 20h, le cours sur les Pirkei Avot. Plein de bonnes choses à tout le monde. Très très bon après-midi et à très bientôt.